degré. Ça veut dire que vous prenez un pixel de 1 degré sur le ciel, il y a un micro-K, l'équivalent d'un micro-K, qui perturbe la mesure, dû au bruit du détecteur. Je vous rappelle que le fond continu, c'est-à-dire l'émission moyenne, c'est 2,7 Kelvin, et que, en gros, la RMS, c'est-à-dire l'amplitude typique des fluctuations des creux et des bosses de cette image, c'est 100 micro-Kelvin. Donc vous voyez tout de suite que là, il y a la sensibilité pour faire une mesure au niveau du pourcent. Tout de suite, en gros, cartographier au pourcent de précision cette carte du fond de l'univers dont l'intensité moyenne est de 100 micro-Kelvin. Voilà, avec une résolution angulaire qui est de l'ordre de 5 minutes d'art. Et il y a 3 canaux comme ça, ce qui permet pas mal de redondance. Alors l'étape suivante, c'est bien sûr de combiner tout ça pour essayer d'extraire la partie d'arrière-plan. Voilà. Et le résultat, oh oui, alors le résultat de cette année, c'est que donc voilà ce qu'on fait, c'est qu'à partir de toutes ces cartes, eh bien, on obtient toute une série de cartes astrophysiques, et puis évidemment la carte d'arrière-plan. La carte d'arrière-plan, ça c'est des composantes de l'émission d'autres galaxies, on appelle ça l'émission synchrotron, ça c'est l'émission fluide, de toute façon vous reconnaissez le plan de la galaxie. Ça c'est l'émission de la poussière, qui est différents types. Ça c'est l'émission du CO, la molécule de CO et ses vibrations, qui sont dans les règles. Donc voilà. Et tout ça, ça résulte à la carte du fond du ciel, la carte cosmologique, donc, celle que nous avions promis comme étant la carte définitive, etc. Donc ça c'est la version 2015. Et je vais vous montrer la version qui a fait donc la une de tous les journaux. Voici la version 2013. Alors ce que vous voyez pour l'essentiel, vous voyez qu'une différence, c'est l'endroit où on a rempli avec du bruit qui est la même couleur, qui est dans le plan galactique, qui est dans le masque. D'accord? C'est ça qu'on D'accord? C'est ça qu'on voit. Et puis alors des petites différences quand même. Alors je vais vous faire remarquer, hein, l'échelle là, c'est 300 micro-Kelvin. Voilà. Et donc vous voyez bien qu'effectivement, typiquement, les fluctuations, elles sont en moyenne de l'ordre de la centaine de micro-Kelvin. Ce que vous avez donné, et ça vous avez directement l'indication visuelle. Alors la différence de ces deux cartes, là voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit des choses qu'on reconnaît comme étant un motif de bruit, tout simplement parce que les pôles écliptiques, ça c'est la galaxie, mais les pôles écliptiques, c'est-à-dire par rapport au plan de notre système solaire, ils sont là. Et quand vous faites des grands cercles comme ça, et en tournant, vous passez souvent au pôle écliptique. Donc là, vous avez beaucoup plus de mesures, donc ça se moyenne plus, donc le bruit est bas. Donc vous voyez là, que là, il y a moins de bruit ici. Si vous regardez, c'est plus proche de ces couleurs-là, plus proche de 0. Et ce que vous voyez, évidemment, c'est normal, puisque vous avez 2 fois plus de données. Donc il y a une carte qui a 2 fois moins de bruit que l'autre, donc quand vous prenez la différence, et bien, vous voyez le bruit de la plus bruitée. Puis vous voyez aussi des petites différences là. Alors ça, c'est qu'entre-temps, on a utilisé plus de données, on peut faire un travail plus fin, et donc ça veut dire que maintenant, il y a certains endroits, hors de ce masque, où on corrige un petit peu l'émission des résidus de la galaxie. Voilà. Donc pour l'essentiel, c'est la différence. Alors pour vous donner une image maintenant un peu, je vais zoomer sur des plans sur des pôles elliptiques. Et voilà, donc cette surface, encore une fois, c'est quand même incroyable. Vous regardez une surface qui est quand même à une distance où il faut l'âge de l'univers pour les photons pour vous parvenir. Et vous êtes en train de la mesurer vraiment avec précision. Ça c'est 2015, ça c'était 2013. Donc là j'ai fait un zoom vers les petites échelles. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez d'abord que c'était pas trompé en 2013, sur toutes les grandes échelles, c'est tout pareil. La seule chose que vous voyez, oui, on a réduit le bruit. Donc cette espèce de petite granularité à petite échelle, oui, ça c'est le bruit détecteur. Vous voyez quand même que toutes les structures, on est capable de faire avec ce niveau de bruit. Donc vous voyez en fait que toutes les structures, là, pop, 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 tout ça, prenez ça par exemple, même les petites choses, tout ça est parfaitement défini. Voilà. Alors, maintenant, je vais introduire quelque chose d'autre. Ça, jusque-là, c'est en gros une amélioration de ce qu'on a fait. Alors maintenant, on va rentrer un peu terrain incognita. La lumière, quand on a un paquet de photons, un faisceau de photons, on peut mesurer un certain nombre de quantités physiques. Alors la première qu'on peut mesurer, c'est la fréquence de cette lumière, donc sa longueur d'onde. D'accord? C'est la première chose. Ensuite, vous pouvez mesurer son intensité. C'était de ça dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant.
en gros l'intensité du rayonnement. Et puis, mais en fait, il se trouve qu'il y a une troisième propriété qu'on peut mesurer, qui est la polarisation du rayonnement. Alors, d'où elle sort cette polarisation? Ben, il se trouve que la lumière, bon, si, je vous ai parlé de photons, je vous ai donné une image corpusculaire, mais en fait, on peut tout aussi bien avoir une image sous forme d'onde. En fait, ça correspond à un champ électrique, et quand un photon se propage dans cette direction-là, eh bien, en fait, il y a un champ électrique qui oscille dans une direction donnée, pour un photon donné, ayant une polarisation donnée. Mais un autre photon peut très bien avoir une polarisation dans un plan, dans une direction à 90 degrés. Alors, en gros, donc, ces oscillations du champ électrique, si on regarde, vous imaginez quelque chose de la propagation qui est perpendiculaire au plan de l'écran, voilà, le plan d'oscillation du champ électrique, il peut être n'importe où. D'accord? Et chacune d'entre eux correspond à une polarisation. Alors, de la lumière non polarisée, c'est de la lumière où il y a il y a autant de photons de chaque direction de polarisation. D'accord? Donc, vous en avez autant dans toutes les directions, on appelle ça de la lumière non polarisée. Si, en revanche, vous avez de la lumière uniquement dans une direction, vous avez de la lumière complètement polarisée, et vous pouvez mesurer celle dans cette direction. Et si vous avez un capteur qui ne mesure qu'une direction de polarisation, soit vous êtes pile poil dans la bonne direction pour ramasser tout le rayonnement, soit vous êtes à 90 et vous recevez rien du tout. D'accord? Donc on a une nouvelle propriété physique à mesurer. Alors je vous rappelle que quand même ceux qui ont joué avec les lunettes polarisées, ils sont assez familiers, parce que ça c'est utilisé ça utilise le fait que la réflexion sur certains types de surface métallique, sur l'eau, etc. En fait, la réflexion de la lumière non polarisée du soleil, la lumière devient polarisée en réflexion. Alors, comme c'est de la lumière intense, vous mettez une lumière, vous prenez des lunettes avec un filtre polarisé, c'est-à-dire vous ne faites qu'une direction, ça éteint complètement certains des reflets. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc vous avez en fait des polariseurs dans les mains. Alors c'est pas comme ça qu'on fait néanmoins pour la mesure du CMB. En fait, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui correspond assez précisément à ce que je vous ai dit, c'est qu'on va mettre certains détecteurs, en fait dans la même direction, on va mettre un détecteur qui ne mesure que les photons de ce plan de polarisation, et puis on en met un juste à côté, en fait derrière, qui ne mesure que la direction transverse, orthogonale. Et on prend la différence. Alors, on prend la différence, s'il y a autant de lumière dans les deux axes, on ne trouve rien du tout. La lumière n'est pas polarisée. Voilà. Alors on peut faire ça, mais ça ne suffit pas. Alors il en faut deux autres, qu'on met à 45 degrés. Et avec ça, on est capable de reconstituer la direction de polarisation. Donc en fait, voilà, il en faut trois au minimum. Mais vu la manière binaire dont on fait, on pourrait avoir des détecteurs à 120 degrés. C'est pas comme ça qu'on fait, on met des détecteurs à 90 degrés et on en met 4. Donc, avec ça, par quadruplet détecteur, on est capable de mesurer une quantité physique supplémentaire qui est donc la polarisation. Et donc, vous vous rendez bien compte que vous êtes en train d'ouvrir un champ complètement nouveau, puisque jusqu'à maintenant, vous aviez la fréquence, ça c'était pour reconnaître ce qui vient de devant ou derrière. Donc ça, il n'y a pas trop d'informations physiques, si c'est pour dire ça, c'est des photons d'arrière-plan. Tout ce que je vous ai montré, et toute la cosmologie 2013, c'était sur la base de l'intensité. Donc l'intensité du rayonnement. Et là, on est en train de vous dire, mais oui, on a aussi des détecteurs à bord qu'on analyse pour la première fois, qui mesurent cette polarisation. Alors, on peut traduire cette polarisation, par exemple, ça c'est une forme graphique, je ne vous montre pas les une forme moins compressée. Ça, c'est en gros la direction du champ magnétique déduit, c'est-à-dire en gros, c'est relié à la direction de polarisation, moi je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne, en gros, les lignes, ça vous donne une indication de comment se orienter en chaque point la direction de polarisation. Vous pouvez l'imaginer. Et en fait, bon, il y a des rotations, mais ça c'est pas important. Vous voyez le champ magnétique, les grandes boucles de champ magnétique de d'autres galaxies. Alors ça c'est la 30 GHz, c'est l'instrument basse fréquence, et ça c'est d'autres instruments, c'est la 350 GHz. Là c'est en gros, ça nous indique la distribution du champ magnétique dans la galaxie, et ça, on peut corréler ça avec la distribution d'intensité pour essayer de comprendre en gros comment se forment les étoiles dans notre galaxie.
Bon, alors ça c'est très bien, mais ça c'est les avant-plans encore. Ça c'est l'équivalent de ce que je vous ai montré précédemment. Mais on a fait autre chose. On a sorti aussi la polarisation du corps noir cosmologique. La voilà. Alors c'est une carte full sky. Vous voyez aussi donc des sortes de petits tourbillons là. Ben, ça c'est en gros c'est des lignes de polarisation. Alors là c'est en fait c'est un petit peu trompeur. Ça c'est on a lissé beaucoup et en fait si on regarde une image zoomée, on observe théoriquement un peu mieux quand la résolution est meilleure. Il y a de l'information en gros à toutes les échelles, sauf aux grandes échelles. Donc voilà, on a une nouvelle carte. Cette fois, c'est une carte qui utilise un autre vecteur d'information, complètement différent. Donc rien ne nous dit que ça va nous révéler le même univers. Bon, je vais laisser tomber ça pour le moment. Maintenant, je vais parler un peu de l'analyse. Pour le moment, tout ce que je vous ai dit, c'est, bon voilà, on avait mesuré, on a une machine extraordinaire, elle a mesuré le fond du ciel. En 2013, on a fait la une des journaux et on vous a montré, disons, la distribution de l'intensité du rayonnement sur la sphère de diffusion. Là, je viens de vous montrer, deux étapes avant, et bien maintenant, on le fait pour cette autre quantité qui est en gros une direction et une intensité, parce que on mesure deux choses, hein. On mesure la direction locale, mais on mesure quand même l'intensité de la lumière polarisée. Elle peut être plus ou moins éteinte. Vous pouvez avoir une direction de polarisation, mais quand même ça peut être plus ou moins fort. Donc en fait, c'est deux quantités que vous mesurez. Alors, ensuite, comment on fait pour relier ça, disons, à de la physique? Parce que là, tout ce qu'on voit, c'est des petites taches et des petits traits. Alors, on utilise, en fait, il y a plusieurs manières de faire, mais la manière, disons, principale, ça revient à une analyse statistique et relativement simple. Ce qu'on fait, c'est vous imaginez que tout ça, c'est un peu la surface d'un océan avec des vagues. Bon, la hauteur des vagues, que tout ça, ça trace la hauteur des vagues. Alors, vous pouvez vous poser la question, quelle est la hauteur relative des vagues en fonction de leur distance crête à crête, de leur longueur d'onde, d'accord? De leur fréquence, c'est pareil. Alors, il y a une transformation mathématique qui prend une image et qui permet d'avoir ce qu'on appelle le spectre de puissance, voilà, et qui dit, ben voilà, la hauteur des vagues typiques aux grandes échelles. Alors évidemment, bon, c'est des fréquences, donc ça c'est l'échelle du quadrupôle sur la carte. Ça fait à peu près 1 degré, c'est des vagues qui correspondent à une extension d'1 degré sur le ciel, et 250, 2500, ça c'est à peu près 1/10 de degré. D'accord? Donc ce que vous faites, là, c'est simplement, vous prenez cette image, vous avez une transformation qui permet de calculer, enfin de mesurer, au bruit près, la hauteur des vagues de différentes tailles, d'accord, qui sont superposées pour fabriquer cette image-là, la hauteur en fonction de la distance, de la fréquence de ces vagues, de leur distance crête à crête. Et vous pouvez mesurer ça. Alors bon, dans la vraie mesure, vous allez avoir éventuellement des incertitudes, vous mesurez ça elle par elle. Et ça, en revanche, c'est quelque chose que les théoriciens sont capables de prédire. En fait, avant l'arrivée de Planck, voilà un peu quel était le paysage théorique. On disait, ben voilà, ah ben si c'est un univers qui n'a pas de constante cosmologique, qui n'est pas plat, etc., ben, je m'attends à une certaine courbe qui donne la hauteur relative moyenne de ces fluctuations. Et puis, dans une autre recette d'univers, vous allez avoir une autre courbe. Donc ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est rien d'autre que, ben, finalement, cette courbe, c'est un peu une empreinte digitale de l'univers. Ou en tout cas, d'un modèle donné de ses paramètres. Il y a eu beaucoup de gens qui ont développé cette théorie au cours des années, je suis fier d'en avoir fait partie, qui ont dit, bah, avant qu'on ait fait les premières mesures, voilà en gros un atlas de l'univers possible. Et après, bah, vous avez votre atlas, et puis vous faites la mesure, puis vous essayez de mettre en correspondance ce que vous avez mesuré, et puis ce que vous avez dans votre atlas. Alors là, il peut se passer plusieurs choses. Il peut se passer que, pas de chance, vous n'aviez pas du tout la bonne théorie, ou aucune de vos théories ne marche. C'est-à-dire que vous avez un gros atlas, mais l'univers, il n'est pas dans votre atlas. Bon, ok, donc bah, ça aurait pu être une affaire tout à fait révolutionnaire, ce qui ne fut pas le cas. Alors, vous pouvez aussi avoir un cas, un univers tout à fait singulier, où il n'y a qu'un suspect qui correspond. Bon,
une autre possibilité. Puis il y a une troisième, où il y a en fait une classe de suspects, parce que vous imaginez bien, autant la théorie peut être infiniment précise, autant vous imaginez dans un commissariat, vous êtes un peu fébrile, vous avez appuyé un peu, hein, il y a des bavures, on ne fait pas une mesure parfaite. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs suspects qui vont correspondre. Donc en fait, c'est exactement ça. Et bien, il s'est trouvé que, quand on a analysé la température, on a trouvé qu'une classe de modèles décrivait parfaitement bien les données, c'est-à-dire ces courbes-là, et ça s'appelle modèle dit de base lambda CDM, qui est aux environs depuis un certain temps. Et on verra pour la suite si la polarisation nous dit la même chose. Tout ce que je veux dire, c'est que cette empreinte digitale, c'est pas du tout quelque chose de mystérieux, c'est pas une boîte noire. C'est en fait des choses qu'avant même les premières mesures, j'enseignais aux étudiants, vous voyez que la première mesure, Kobe, c'est, on a dit, c'est 92. Donc vous voyez, 3 ans plus tard, un cours de physique qui dit dans le détail, ben voilà, cette courbe, elle se modifie de telle manière, si vous tournez un peu tel bouton, vous rajoutez tel truc dans le cocktail. Donc ça vous dit, c'est non seulement vous avez une empreinte digitale, mais vous comprenez la physique qui vous fait relier une série d'ingrédients et une mesure. Et donc c'est pour ça que, comme en plus ça se passe finalement relativement tôt dans l'histoire de l'univers, on est en train de parler de choses qui sont linéaires, il y a de toutes petites fluctuations, je vais parler de microkelvin, de quelques microkelvin sur un fond qui est à 2,7 Kelvin. Donc c'est des contrastes qui sont de l'ordre de parties par million. Donc vous savez peut-être, en tout cas ceux qui ont une éducation un peu en physique, c'est que quand on a des plus petites quantités, on peut linéariser les équations, on peut écrire 1 plus epsilon, et puis tout devient beaucoup plus simple. En gros. Et donc la physique est assez transparente. Alors voilà le spectre 2015. Alors vous voyez plusieurs choses, alors il y a beaucoup de choses sur ce diagramme. Vous voyez des points individuels, alors oubliez ça pour un instant. Vous voyez des petits points gris, ça c'est les points multipôles par multipôles, c'est-à-dire L par L, il y en a 2500. Et puis vous pouvez les mettre dans des paquets, des tas, ou moyenner dans des tas, ça c'est les points bleus. D'accord. Alors l'échelle change, là il y a un zoom sur les très grandes échelles, je reviendrai. Et puis vous pouvez dire, est-ce qu'il y a une des théories dans mon sac, avec un ensemble de paramètres qui fit? Celle qui fit le mieux, c'est la courbe rouge. Celle qui ajuste le mieux les données, pardon, c'est la courbe rouge. Je pense que vous pouvez vous convaincre que c'est un assez bon ajustement. Ce que ça montre ici, c'est en fait les résidus à cette courbe. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est l'écart au modèle qu'on a écrit. Et puis, vous avez une courbe verte qui est, étant donné ce type de modèle, voilà le type de dispersion des points qu'on attend mode par mode. Encore une fois, la théorie ne peut pas vous donner la valeur d'un mode donné, comment c'était à tel endroit de l'univers. Elle peut vous dire, voilà, bon, j'attends des fluctuations de tel ordre et j'attends une certaine dispersion entre ces mesures. Et ça, voilà. Alors, vous pouvez voir, ça décrit bien les données. Donc en fait, il est clair qu'on a un bon modèle là pour décrire ce qui se passe. Et ce modèle est un modèle d'univers incroyablement simple. Avec une petite exception, vous remarquez ici, là, que quand même des fois, ils ont tendance à faire une sorte de dent. On avait parlé, j'avais fait la une des journaux aussi, puisqu'on disait, bon, c'est peut-être pas parfait, parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on n'attend pas vraiment. C'est pas extraordinairement significatif. C'est les 2,8 sigma, comme il dit, donc c'est une chance, c'est de l'ordre d'une chance sur 100. Et quand je dis une chance sur 100, c'est parce qu'encore une fois, on n'a qu'un univers. Et là, on est aux grandes échelles. Aux grandes échelles, il n'y a pas beaucoup de modes, il n'y a pas beaucoup de patterns à grande échelle. Donc peut-être que si on était dans un autre univers observable, une grande boule, on aurait un autre motif sur le ciel et que ça n'y serait pas. Parce que quand je vous dis 1% de chance, ça veut dire si ceci est la bonne théorie pour décrire l'univers, alors il y a 1% de chance que ça soit juste par hasard, dans le coin où on est. Et 1%, c'est tangent. Alors maintenant, vous pouvez vous dire, bon, vous êtes fatigué pendant quelques années, là, vous avez mis 2 fois plus de données, en quoi ce spectre change par rapport à ce que vous avez fait en 2013. Alors ça, c'était la version 2013. Hop, 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 hop. 300 personnes qui bossent comme des fous pendant 2 ans. C'est vrai un peu. Voilà. Alors, bon, je vous rassure, c'est pas 300 personnes, parce que toujours il y a 300 ici, mais c'est pas comme ça. Il y a qu'un pivot. Mais bon. Alors, qu'est-ce que vous voyez?
Alors, vous voyez d'abord que la dispersion des points n'est pas la même. Ça, c'est 2015. Je ne sais pas si vous voyez les petits points gris. Vous voyez que tout ça, ça se tasse sur le modèle. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de contraction. D'accord? Donc ça veut dire qu'effectivement, on cerne, on zoome de plus en plus sur un point de la théorie, sur une description de l'univers. C'est clair que c'est ça qu'on voit. On voit aussi que, finalement, je veux dire, on a affiné le modèle, c'est pas exactement le même, mais il n'est pas très différent. Néanmoins, vous voyez peut-être quelque chose, parce que si vous regardez bien, à certains endroits, par exemple là, etc., la courbe est subtilement pas tout à fait à la même hauteur. Alors ça, effectivement, le travail, il a été là. On a beaucoup travaillé sur une fonction qu'on peut qualifier de fonction de réponse de l'instrument, c'est-à-dire comment vous avez un instrument, il mesure le ciel, il faut le calibrer, il faut l'étalonner si vous préférez. C'est-à-dire qu'il faut dire, quand je mesure 1,